De cette manifestation à Paris, bien sûr, mais aussi en région, beaucoup de monde en région et sans doute, on attend les chiffres du ministère de l'Intérieur, une participation record dans toute la France pour cette grande contestation contre la réforme des retraites, une réforme qui a été adoptée par le 49.3 et évidemment contre lesquelles les Français continuent de manifester. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve pour cette édition spéciale consacrée à la 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, avec énormément de monde dans la rue, en région et dans la capitale, 800 000 personnes à Paris selon le comptage de la CGT. On attend celui du ministère de l'Intérieur. On sera sans doute à plus d'1 million de personnes au total dans la rue. Nous sommes présents avec les équipes de CNews et sur Europe 1 sur le terrain. Il y a de nombreuses dégradations, des affrontements avec les forces de l'ordre, que ce soit à Rennes, Lorient, Nantes, Lyon, Bordeaux. On ira voir nos correspondants dans toutes ces villes. À Lorient, un commissariat a été attaqué. À Nantes, le tribunal administratif l'a été. Ce sont les éléments de l'État, c'est l'État qui est attaqué à certains endroits. Mais il y a aussi cette immense foule de manifestants pacifiques qui veulent juste dire non à la réforme contre les retraites. Ils sont extrêmement nombreux dans les rues, non seulement de la capitale, mais de nombreuses régions de France. On est avec Margot Faudéré. Bonsoir Margot d'Europe 1. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan à l'heure où on se parle, il est 18h pile sur Europe 1 et sur CNews, de ce qui s'est passé aujourd'hui et des perturbations et blocages en cours? Bien Laurence, aujourd'hui, le mouvement de contestation est très fort. Pour vous donner une idée, à 16h30, la police relevait près de 850 000 personnes mobilisées partout en France, et ce, sans compter Paris. On se rapproche donc de la barre symbolique du million qui avait été atteinte le 7 mars dernier, qui était déjà une journée historique de participation. Dans certaines villes, les manifestations battent même des records. Plus de 22 000 personnes ont défilé à Rennes, 25 000 personnes à Nantes. À Paris, le décompte des forces de l'ordre n'est toujours pas tombé. En tout cas, l'ambiance est particulièrement tendue dans le cortège parisien. 21 interpellations ont d'ailleurs eu lieu. Et puis dans la plupart des secteurs, la mobilisation aussi s'intensifie. À la mi-journée, on comptait un quart de salariés grévistes à la SNCF, selon un syndicat, avec un trafic fortement perturbé. 37% de grévistes ce matin aussi dans les raffineries et dépôts de Total Énergie. Vous le savez, l'énergie, c'est un des secteurs vraiment au cœur du mouvement de contestation depuis le début, avec des coupures d'électricité, des baisses d'électricité, mais aussi le blocage des raffineries qui commence à entraîner des pénuries de carburant dans les stations essence et même dans les aéroports parisiens. Merci beaucoup Margot Faudéré d'Europe 1 pour ce point complet de la situation. On va rejoindre tout de suite, si vous le voulez bien, dans le cortège parisien Augustin Donadieu avec Olivier Gangloff. Bonsoir à tous les deux. Où est-ce que vous vous trouvez et que se passe-t-il autour de vous, Augustin ? Eh bien, nous sommes toujours ici, place de l'Opéra, en plein cœur de la capitale, à la perpendiculaire du boulevard des Italiens, et les forces de l'ordre qui empêche le cortège syndical de s'avancer plus du fait de la présence de plusieurs centaines d'éléments radicaux ici, place de l'Opéra. Alors nous assistons depuis tout à l'heure à de très nombreux heurts entre forces de l'ordre et manifestants radicaux, forces de l'ordre qui répliquent avec des bombes lacrymogènes pour tenter de disperser ces éléments radicaux, mais on ne comprend pas très bien cette stratégie puisque la place de l'Opéra est complètement quadrillée par les forces de l'ordre. Impossible d'en sortir pour ces éléments radicaux. Les forces de l'ordre qui là ont poussé ces manifestants violents du boulevard des Italiens vers la place de l'Opéra. Autour de nous, vous l'entendez, énormément de bruit, d'insultes à l'encontre des forces de l'ordre qui se reçoivent actuellement des projectiles de toutes sortes, des pavés, des jets de bouteilles évidemment. Les forces de l'ordre qui essaient de battre en retraite pour maintenant laisser la place au cortège syndical qui tente de se frayer un chemin parmi ces éléments radicaux dont plusieurs sont interpellés au fur et à mesure des différentes charges des forces de l'ordre ici à Paris. Merci beaucoup Augustin Donadieu, Olivier Gangloff, Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Beaucoup de mobilisation, on le voit dans la capitale, mais aussi en région. Il y avait énormément de monde et des dégradations sur des lieux symboliques qui représentent l'État. Oui, absolument. Il y a eu beaucoup plus de monde d'ailleurs qu'attendu. Il y a eu 25 000 personnes à Nantes, 22 200 personnes à Rennes, Lyon 22 000 personnes également, Brest 18 500. Je ne vais pas vous faire toute la liste de toutes les villes de France. Et puis effectivement, vous l'avez dit, il y a eu des dégradations symboliques contre
des représentations de l'État, notamment des commissariats et des bâtiments préfectoraux, notamment au Vigan, ce matin, où il y a du carburant qui a été déversé devant la sous-préfecture. À Lannion, il y a eu des tags d'incitation à la haine contre les policiers sur le mur aussi de la sous-préfecture. À Lorient, des projectiles lancés sur la sous-préfecture, un mannequin aussi à l'effigie d'Emmanuel Macron qui a été incendié. Les forces de l'ordre ont été prises à partie et d'ailleurs ont eu besoin de l'aide des gendarmes. Les policiers ont eu besoin de l'aide des gendarmes pour s'en sortir. À Toulouse, il y a eu un rassemblement qui a eu lieu devant aussi le commissariat central avec des incendies de poubelles. Juste devant les vitres du commissariat. À Saint-Nazaire, il y a 900 manifestants dans un cortège qui se sont approchés de la sous-préfecture, 400 de manifestants qui ont voulu s'en prendre à la sous-préfecture et qui ont voulu entrer dans le bâtiment. À Sète également, il y a eu des rassemblements devant le commissariat pour demander la libération d'un lycéen et donc ça a terminé dans la violence. Et enfin, pour terminer, à Saint-Dizier, pareil, il y a eu un commissariat de police qui a été dégradé et peut-être un geste symbolique aussi pour vraiment, j'ai terminé après, au fort de Brégançon où il y a eu une coupure d'électricité. Donc le fort de Brégançon qui est la résidence secondaire du président de la République. 26 interpellations à Paris à 18h. On est en direct sur Europe 1 et sur CNews. On vit cette 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec une foule extrêmement nombreuse. On est avec Fabien Villedieu, représentant Sudrail. C'est un succès pour la mobilisation et pour l'intersyndicale, monsieur Villedieu. Si j'étais cynique, je dirais merci à Macron. S'il pouvait intervenir avant chaque manifestation, ça serait très très bien. Voilà, parce que c'est ça qui a mis les gens dans la rue. Ça, hein, je pense au 49.3, la mobilisation, mais c'est sûr que l'intervention qu'il a fait hier, ça a aidé. Voilà, les gens sont complètement agacés. Parce qu'ils l'ont trouvé quoi. Enfin, c'est une intervention de dingue qu'il fait quoi. Personnes, enfin les gens sont en train de devenir fous. Moi je vois des images, je vois les gens sont en train de devenir fous. C'est le président de la République, c'est censé être notre patron quoi. Et, au lieu d'apaiser les choses, au lieu de se rendre compte, bah oui, je constate quand même que ça va pas. Il nous réexplique ce que nous a expliqué depuis 2 mois et qui n'a visiblement convaincu personne. Et 2, c'est passage en force. De toute façon, moi je m'en fous, j'irai quoi qu'il en coûte. Enfin, c'est pas possible. Et je sais pas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui dise d'arrêter. Là, il est en train de... Je vous le dis, ça fait un bout de temps que je vous le dis, les manifestations ne vont pas s'arrêter. Voilà, on nous a annoncé hier, baroud d'honneur, on avait même les chiffres, là, parce qu'il y a des mentalistes aujourd'hui dans la police qui nous disaient entre 600 000 et 800 000. Moi, je vous dis, on va être le double. Voilà. Vous êtes déjà à plus de 850 000 hors Paris. Je sais pas, mais en tout cas, on est sûrement le double de ce que les mentalistes de la police nous annonçaient hier. Voilà. Bon, ça ne va pas s'arrêter. Il faut au moins être d'accord sur ce point, ça va ne pas s'arrêter. Et je vous dis, ça va se radicaliser. Je vous le dis, enfin ça se voit. Voilà. Il y a à un moment donné des responsables là-haut. Il faut trouver une solution. Et la solution, c'est de retirer cette réforme. Enfin, je ne vois pas d'autre solution. Ok. Alors, Louis Dragnel, et après le commissaire C'est pas un peu gênant, parce que c'est un peu du chantage. C'est-à-dire que vous menacez en fait de ne plus tenir vos troupes et donc que les cortèges se terminent dans la violence si le texte n'est pas retiré. Les troupes, il y a des choses que... Non mais pour un gouvernement, il y a des choses qu'ils peuvent entendre, ils peuvent essayer de tenter des compromis, essayer de discuter. Mais là, c'est de la menace en fait. Non, moi je vous dis, les troupes, on les tient plus. Voilà. Ça, c'est très important ce que vous dites. On ne tient plus qu'aujourd'hui, personne. Vous n'arrivez plus à canaliser. On ne tient plus personne. Moi, j'ai 4 camarades de Sudrail qui se sont fait blesser à la manifestation parce que Solidaire à Paris, on était en tête. Voilà. Donc il y a 4 camarades de Sudrail qui se sont fait blesser. Donc moi, je vous dis, on ne les... Blessés par quoi? Par qui? Parce que c'est ultra violent. Voilà. Devant, c'est ultra violent. Et Fabien Villedieu, normalement, si vous n'allez pas au contact des policiers... Et des gendarmes, normalement, vous n'avez aucun problème avec une manifestation. Des policiers, c'est quand vous êtes devant. Aujourd'hui, tout le monde est mélangé. En fait, c'est ça qui se passe. Donc, comme tout le monde est mélangé, tout le monde se fait plus ou moins taper. En tout cas, tout le monde se fait largement gazer. Donc voilà. Donc moi, je vous dis, les copains, on ne les tient plus. On ne les tient plus. Vous essayez de les tenir ou pas? Et on essaye de les tenir. Vous leur dites pas de violence? Moi, ça fait depuis le 19 janvier que je dis il faut que ça soit calme. Enfin, j'arrêtais pas de le dire. Mais il y a un moment donné, quand en face, on vous dit... c'est de l'arrogance, c'est du mépris. Enfin, tout le monde dit qu'à un moment donné, même ça manquait un peu d'empathie quand même. Mais du coup, vous ne leur dites plus attention, il ne faut pas tomber dans la violence. Louis Dragnel et la réponse de M. Villedieu. Dernière question. Dernière fois. On sent que vous êtes désabusé. J'entends, on sent que vous n'en pouvez plus et que vous êtes exaspéré. Mais la seule question que j'avais à vous poser, est-ce que vous continuez de ne pas appeler à la violence? Monsieur Villedieu, la réponse. Et ensuite, le commissaire la violence ne mène à rien, j'ai pas de souci là-dessus. C'est l'action
collectif, par la grève, les actions de blocage, j'ai pas de problème, la violence ne sert à rien, il n'y a pas là-dessus. Mais il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, aujourd'hui, je trouve que c'est en train de dégénérer. Voilà. Et moi, je vous le dis même, on verrait ces images dans d'autres pays européens, tout le monde se dirait mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui se passe. Qui tourne pas rond. Commissaire Lebars, quand vous voyez effectivement ces images, vous entendez Monsieur Villedieu d'un syndicat solidaire Sudrail qui était en tête de cortège, dont les collègues ont reçu des coups. Vous dites voilà, la situation elle est vraiment très limite en ce moment même à Paris et dans d'autres villes. Mais moi j'entends très bien ce que dit Fabien Villedieu et je vais essayer de l'expliquer à ceux qui nous regardent et nous écoutent. Quand on est en tête d'un cortège comme celui d'aujourd'hui, qui est un gros cortège et qui a une grosse nébuleuse composée à l'avant de tous ceux qui sont en train d'essayer de faire dégénérer la manifestation, donc le Black Bloc pour simplifier les choses et ceux qui s'y sont agrégés, la manœuvre policière pour essayer d'abord de couper ce Black Bloc du reste du cortège est une manœuvre délicate et il peut y avoir des dommages collatéraux, je l'ai dit sur votre antenne. Le but, c'est d'essayer de couper ce Black Bloc pour pas leur laisser la tête de cortège parce que la manifestation est dépossédée de ses motifs revendicatifs et on se retrouve avec des guerriers en noir qui se croient chez eux, qui vont se mettre à casser, brûler, piller, incendier. Enfin, pas piller parce que c'est une autre catégorie de population, on n'a pas encore ça aujourd'hui et fort heureusement. Mais ils font un coup d'éclat, ils font un coup politique. Et ils ont cassé 2 fast-food, une banque, un certain nombre de choses. Vous verrez le bilan ce soir, je pense qu'on va pas être étonné. Les banques, les véhicules, il y a rien qui trouve grâce à leurs yeux tout ce qui est soi-disant symbole du capitalisme. En l'occurrence, parfois, c'est juste les biens qui appartiennent à des gens qui sont comme vous et moi et qui vont être victimes de tout ça. Moi, je trouve qu'on met d'ailleurs pas souvent en avant les commerçants et les gens qui sont sur ces passages de cortège parce qu'une fois que le nid de frelons est passé, ils n'ont plus rien. Donc je trouve ça absolument épouvantable. Parfois, on arrive à faire ces manœuvres-là de façon très saine et très nette. Souvenez-vous, il y a quelques années, une fois, Philippe Martinez avait râlé parce qu'il avait pris un peu de gaz lacrymogène. Moi, je peux vous dire, pour en avoir été témoin, on avait coupé le Black Bloc et on avait sauvé la tête de cortège composée de la CGT. Bon, évidemment que c'est pas une règle ou une science exacte et que ça fait un peu de dommages et il faut regretter les blessés. Je vous l'ai dit aussi à votre antenne, à cause de ces fautifs, il y aura des blessés aujourd'hui parce qu'il y a des manœuvres difficiles à faire, parce qu'il y a de l'usage de la violence par des gens qui ne respectent pas les lois. Alors, Simon Bourtambour est pour Europe 1 dans le cortège parisien. Les policiers, Simon, viennent d'ouvrir la place de l'Opéra aux manifestants, c'est bien cela ? On les voit arriver ? Oui, c'est ça, je me trouve au niveau de la place de l'Opéra qui est désormais ouverte au cortège de l'intersyndicale qui arrive. Ici, ces dernières heures, de nombreux feux ont été allumés par des manifestants vêtus de noir. Des affrontements ont éclaté avec la police, visés par des tirs de feux d'artifice. Les CRS répliquent avec du gaz lacrymogène. Il y a aussi une trentaine de personnes qui ont déjà été interpellées. Les CRS qui tentent de contenir les protestataires. Au lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron, les manifestants que j'ai rencontrés se disent galvanisés, prêts à se battre pour obtenir le retrait de la réforme. On sent qu'un public plus jeune, plus violent est sorti dans la rue cet après-midi pour rejoindre la manifestation de l'intersyndicale. 2 mouvements en fait qui ne se mélangeaient pas jusqu'alors se rencontrent aujourd'hui. Je vous le disais, de la tension, de la violence dans le secteur place de l'Opéra et à contrario, plus en profondeur dans le cortège, l'ambiance est bon enfant et les slogans anti-réforme remplacent les feux de poubelle et les pétards qui résonnent ici. Simon Bourtambour pour Europe 1, merci beaucoup à la place de l'Opéra. Laurent Pietraszewski, ancien secrétaire d'État aux retraites, est avec nous sur le plateau. Vous entendez Monsieur Villedieu, retrait de la réforme, dit-il. Il faut que le calme revienne, il faut que on puisse retrouver une vie à peu près normale. Qu'est-ce que vous répondez ? Bon, je sais, responsables d'organisations syndicales le savent, mais il faut le rappeler quand même, leur job, c'est d'encadrer les manifestations. C'est pas de venir nous dire sur un plateau, écoutez, moi, mes adhérents, je les tiens plus, et donc, qu'est-ce que... Non, attendez, quand on est patron d'une association, d'un syndicat, ou patronne, on prend ses responsabilités. Et donc, la responsabilité de quelqu'un qui est lead un syndicat, c'est de venir sur, bien sûr, des mots d'ordre, des revendications, tout cela on le connaît, par des actions qui sont des actions légales, qui sont d'ailleurs tout à fait reconnues, comme le droit de grève ou le droit de manifester. Ça, c'est un premier point, parce que, si vous voulez, à un moment donné, on pourra se sortir de ça que parce qu'on a des discussions de responsable à responsable, pas d'irresponsable à irresponsable. Donc, à un moment donné, il faut quand même se redire les choses. La responsabilité, elle doit exister des deux côtés, et quand on manifeste sur un mot d'ordre, et on se comporte comme on doit se comporter en citoyen.
Et d'ailleurs, ça a été très bien dit, puisque moi-même, je défends depuis, je suis sur ce plateau depuis plusieurs semaines, le fait que les partenaires sociaux, les organisations syndicales tiennent et réussissent à chaque fois à tenir ces manifestations. Le deuxième point, peut-être, parce que j'entends, et je ne vais pas là, c'est pas une parole politique, mais j'entends que les propos du président de la République n'ont pas eu l'occasion peut-être de rassurer, ou en tous les cas de répondre à un certain nombre d'interrogations. Mais je veux dire, il n'y avait pas énormément de surprises dans les propos du président de la République. Il avait déjà dit qu'il ne retirerait pas la loi. Il a quand même dit que le Conseil constitutionnel était saisi. Et que le Conseil constitutionnel allait se prononcer. Mais non, mais il a été dans son rôle, je dirais, de respectueux de la loi. C'est important. Politiquement, c'était alors, peut-être pas le meilleur message qui était envoyé. Je n'ai pas, effectivement, j'ai pas là commenté la totalité de son intervention, mais d'abord je dis... oui, mais les Français l'ont entendu en totalité. Sur le fond, c'est quand même important de se dire qu'il était dans un positionnement qui est respectueux de la loi. Le Conseil constitutionnel est saisi, il va se prononcer. Je ne sais pas si ça veut dire que c'est une porte de sortie, mais se dire que c'est la réalité du parcours du texte. Et il faut le reconnaître. Alors après, effectivement, est-ce que les mots ont été adaptés? Est-ce que l'empathie nécessaire a été perçue et reçue? C'est une autre question. Alors attendez, monsieur Pietraszewski, on va laisser Fabien... C'est un vrai regard politique porté sur les choses qui défendent la légalité. Oui. Vous allez répondre à monsieur Pietraszewski. De peuple, de légitimité, de ceux qui sont issus des urnes. C'est pas la même chose. Monsieur Villedieu, monsieur Pietraszewski a dit attention, vous êtes patron de syndicat, il faut tenir vos troupes. Je vous le dis, ça me fait rire ce que vous me racontez. Nous, ça fait depuis le 19 janvier qu'on calme les choses. On a un président de la République, à chaque fois qu'il intervient, il prend un bidon d'essence, alors que ça fait 2 mois qu'il y a de la tension. Moi, je vous le dis, là, ça fait 20 jours de grève. Là, 20 jours de grève reconductible, plus 5 jours de grève. Là, je suis à quasiment 3 000 € que j'ai perdu. Voilà, donc je suis un peu comme ça. Donc, et c'est pas, je suis pas un cas individuel, c'est le cas d'énormément de gens qui sont en grève. Donc il y a une tension de dingue. On a un président qui met des bidons d'essence sur les flammes, et on devrait demander, oui mais quand même les organisations syndicales, vous devrez être sérieuses et vous devrez calmer tout ça. Non mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie quand même. Et par ailleurs, quand bien même je l'admettrais, ça, je le prendrai sur moi. Mais là, je vous le dis, on ne contrôle rien. Tous les soirs, il y a des rassemblements qui ne sont pas appelés par les organisations syndicales. C'est les jeunes qui, via les réseaux sociaux, qui le font eux-mêmes. Voilà, donc aujourd'hui, quand bien même, toi, admettons, ayant beaucoup d'imagination, et je ne suis pas prêt à le faire, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il assume ses responsabilités. C'est pas possible que, vu la tension sociale qu'il y a dans ce pays, qu'on ait quand même le président de la République qui mette de l'huile sur le feu en permanence. C'est pas possible, ça. Alors, et qu'on demande aux organisations syndicales d'éteindre le feu. Éric Nolot, vous voulez réagir, journaliste? Oui, bon, d'abord, journée de mobilisation réussie, ça c'est pour aujourd'hui. Mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Moi, ce que j'entends, ce que je vois monter, c'est pas la convergence des luttes, c'est la convergence des violences. La violence des Black Blocs. La violence des petits cons dont parlait le commissaire Lebars tout à l'heure, qui se donnent des frissons délinquants à bon compte. La violence des gens qui disent, en effet, comme les Gilets jaunes, il faut casser pour se faire entendre. Et la violence de certains syndicalistes qui font des actions illégales pour marquer l'opinion, s'en prennent de manière ciblée à des élus, par exemple, en coupant le courant. Au-dessus de ça, vous parliez d'incendiaires, ceux qui jettent de l'essence dans les flammes. Il y a les discours de l'extrême gauche, nommons-les, je parle de la France insoumise, qui jettent, alors eux, c'est des citernes d'essence, en disant maintenant tous les moyens sont bons, ils sont vos alliés objectifs, mais en fait ils s'en foutent de vous. Mais là, pour quelque temps, ils sont vos alliés objectifs. Et même vous, monsieur, vous êtes très sympathique, vous m'êtes très sympathique, mais vous tenez un discours qui est toujours un peu ambigu, quoi. Je veux dire, à un moment, à un autre, ça va dégénérer, on a l'impression que vous faites moins une prédiction que ça correspond à ce que vous voulez, que ça entre dans une autre phase, parce que vous vous dites c'est la seule manière d'obtenir gain de cause. Je trouve ça parce qu'il y a quand même un ordre légal en France. Il y a des élections, mettez au pouvoir des gens qui vont revenir sur cette loi. C'est comme ça que ça marche, la démocratie française. On a l'impression que l'ordre légal, maintenant, n'a plus aucune importance. Je regrette, dans un état de droit, la légalité compte et elle s'impose même à tout et à tous. Fabien Villedieu, votre réponse. C'est des évidences que je vous rappelle. Il y a des actions qui se durcissent et tous les instituts de sondage le soutiennent. Moi, j'ai ma mère qui est vraiment très très loin de la personne radicale. Elle me dit, mais c'est pas possible
C'est pas possible qu'ils vous écoutent pas. Les gens sont en train de devenir dingues, je vous le dis, mais écoutez-le. Au lieu de dire, mais non, c'est l'extrême gauche, bientôt on va dire c'est les communistes. Arrêtez de voir le complot de l'extrême gauche partout. Là, tous les soirs, il y a des milliers de jeunes pour qui sont souvent des lycéens, qui n'ont jamais fait de politique, mais qui trouvent que voilà, c'est trop, le 49.3, c'est la goutte d'eau. Enfin, écoutez-les au lieu de voir toujours des militants d'extrême gauche derrière tous ces rassemblements. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça la situation. Je ne parle pas des militants, je vous parle d'un discours ambiant. Je dis qu'il y a des discours irresponsables. Voilà. Monsieur Villedieu. Oui, du côté de Macron, ça je suis d'accord. Il y a des discours on peut dire qu'ils sont des deux côtés, mais admettez qu'il y a un double jeu de l'extrême gauche qui est très étrange. C'est pas nous. Voilà. Celui qui est aux manettes, celui qui a la possibilité de dire je retire la loi et de tout calmer, c'est pas Fabien Villedieu, ni Martinez, c'est Emmanuel Macron. Je vous écoute et je vois qu'il n'y a pas d'autre alternative que de retirer cette loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'abattre l'ordre légal. Mais c'est pas comme ça que ça marche, monsieur. L'ordre légal, non, mais oui. Je parle de retirer une loi sur les retraites. Je ne parle pas d'abattre l'ordre légal. Si, c'est une loi qui a été adoptée. Les gens. Maintenant, il y a le Conseil constitutionnel, il y a d'autres recours. Restons dans la voie légale. Je ne comprends pas votre raisonnement. Alors, un dernier mot. Objectivement, quand même, ce que dit Éric Nolot, c'est que tout ce qu'a fait Emmanuel Macron, vous pouvez contester la légitimité intellectuellement, mais tout est légal. Non mais Emmanuel Macron n'a rien fait. Alors on peut dire qu'il a contorsionné la Constitution. Cela ne passe plus. Mais non, mais le 49.3, cela n'existe. Je m'en fous. Je vous le dis, le 49.3, ça n'existe que en France. En fait, c'est le débat entre légalité et légitimité. En Allemagne, vous n'avez pas de majorité au Parlement, à l'Assemblée nationale. La loi ne passe pas. En Espagne, ça n'existe. En Allemagne, l'âge de retraite est beaucoup plus tardif. Pas tous en même temps. Justement, ça, pour nous citer effectivement la retraite à 67, 70, à 80, ça on le fait. Mais par contre, pour se rendre compte qu'aujourd'hui on a une anomalie en France qui fait que vous pouvez ne pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale et pour autant faire passer une loi et qu'aujourd'hui cela ne passe plus. Effectivement, il y a quelques années ça passait. Ça je le reconnais. Aujourd'hui, cela ne passe plus. Mais changer la Constitution. Il est 18h20, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews avec Fabien Villedieu, Éric Nolot, le commissaire Lebars. On est assez nombreux en plateau. On va repartir sur le terrain avec Thomas Bonnet et Jules Bedos. Bonsoir Thomas. Vous êtes avec un manifestant, Jérôme, qui est porte-parole Sud Énergie. Allez-y. Tout à fait, on est à l'arrière du cortège où la situation est plus calme et je me trouve actuellement avec Jérôme Schmitt qui est porte-parole Sud Énergie. Première question, quel bilan vous tirez de cette journée de mobilisation ici à Paris? Alors moi de toute ma vie, j'ai jamais vu une mobilisation aussi énorme. Énorme. Alors nous dans l'énergie, on est en grève depuis le mois de février. Aujourd'hui, beaucoup de centrales sont à l'arrêt. Ça coûte environ 15 millions d'euros par heure de grève actuellement. Et ce, depuis 3 semaines. Ça veut dire que Macron, on peut lui dire de l'argent, il y en a, il le sait, il s'en fout. Tout ça, c'est idéologique. La grève, le peuple, il en a rien à faire. Et il continue, il persiste. Et voilà, il veut nous en donner pour 2 ans ferme. Et nous, on veut pas. On veut pas, tout simplement, il faut qu'il l'entende. Il y avait une portée particulière aujourd'hui parce qu'on est une semaine après l'utilisation du 49.3, au lendemain de l'intervention du président de la République. Dans quel état d'esprit vous êtes venu aujourd'hui ? Alors c'est évident, le 49.3 a joué, parce que mine de rien, le monde du travail avait l'espoir que cette loi soit retoquée. Ça serait mal connaître les Républicains qui sont en réalité des macronistes. Enfin, je veux dire, Macron a pris la tête de la bourgeoisie dans le pays. Du coup, c'est une réaction et c'est qu'un début, c'est le début de quelque chose. Depuis des décennies, on n'a jamais vu ça. Un mot sur la manifestation du jour, il y a eu des tensions à l'avant de ce cortège. Vous-même, vous me parliez tout à l'heure de l'utilisation du gaz lacrymogène. Quel regard vous portez sur cette violence qui, malheureusement, a régné aussi aujourd'hui dans la manifestation et toujours règne actuellement? La violence, elle est à l'image de la violence que le gouvernement, de la politique gouvernementale. En réalité, on a un cortège, on est tranquille, on est solidaire, on est en tête de cortège et on se fait régulièrement arrêter, gazer, matraquer, des copains, voilà. Les manifestants laissent passer les pompiers pour intervenir quand il y a des malaises. Et on dirait bien que maintenant les CRS ont décidé de ne plus les laisser passer, puisque là sur le trottoir juste à côté de nous, il y a quelqu'un depuis 20 minutes qui fait un malaise et qu'on a pris en charge d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est là dans cette petite rue un peu à l'écart, pour sécuriser un peu pour faire le travail que la police pourrait faire finalement. Merci beaucoup Jérôme Schmitt d'avoir répondu à nos questions en direct aujourd'hui au sein de la manifestation parisienne. Merci Thomas Bonnet, Jules Bedos aussi, il est 18h22, on est en direct sur Europe 1 et CNews pour vivre cette 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Jeanne Cancard, vous avez rejoint une des rues adjacentes de l'Opéra. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Vous êtes avec Fabrice Elsner. Excusez-moi, s'il vous plaît.
Oui, Laurent, c'est bien écouté. Étant donné que l'arrivée place de l'Opéra est un peu mouvementée, eh bien vous avez pas mal de manifestants qui empruntent les rues adjacentes pour soit quitter le cortège, soit créer d'autres cortèges. Des cortèges, vous savez qu'on dit sauvages, des cortèges improvisés pour aller dans d'autres lieux de la capitale. Et au fur et à mesure que ces manifestants quittent le parcours de la manifestation, certains allument des feux de poubelle, des feux au niveau aussi des vélos, particulièrement des vélos de la ville ici. Et l'image qu'on voit particulièrement, ce sont des jeunes individus, des jeunes manifestants pour la plupart qui viennent ici devant les feux de poubelle, les dizaines de feux de poubelle qui sont allumés dans les rues adjacentes. Ils viennent se prendre en photo devant un petit peu pour poser, après pour le poster sur les réseaux sociaux. C'est l'image qui nous frappe ici, c'est que tout le monde vient se prendre en photo devant les dégâts qu'il y a un petit peu partout sur les rues adjacentes, que ce soit du mobilier urbain qui a été cassé, qui a été en partie détruit, ou des feux de poubelle qui sont régulièrement allumés. Ici on est vraiment côté Opéra, quasiment à l'arrivée, à la fin de cette manifestation, et on peut dire que la tension monte au fur et à mesure des minutes d'un cran, étant donné qu'on l'entend, plusieurs manifestants et éléments perturbateurs souhaitent désormais quitter le cortège pour improviser de nouvelles manifestations dans les rues de la capitale. Jeanne Cancard et Fabrice Elsner, merci beaucoup pour ces explications. Commissaire Lebars, vous êtes avec nous. Vous avez vu vos collègues qui sont évidemment, on voit les pompiers aussi qui tentent d'éteindre les incendies, les policiers qui tentent de circonscrire les éléments violents, mais en même temps le cortège doit avancer et les manifestants doivent arriver place de l'Opéra. C'est une équation compliquée, il y a énormément d'effectifs policiers mobilisés aujourd'hui. Oui, là, il y a beaucoup d'effectifs mobilisés. Je voudrais quand même rappeler quelques évidences. Un manifestant qui incendie quelque chose, ça devient un délinquant. C'est plus un manifestant. Jusqu'à présent, c'est interdit de faire un incendie. Et qu'est-ce que ça crée, un incendie, en plus de mettre les gens en danger? Ça attire les pompiers sur des endroits où il faut éteindre les foyers, et les pompiers dans des endroits hostiles, parce que c'est aussi une réalité en France. Ils sont agressés. Vous avez entendu tout à l'heure à Bordeaux. Ils sont pas intervenus sur la place, je crois, de l'université, si j'ai bien vu, parce que il y avait encore des groupes hostiles. Parce qu'aujourd'hui, en France, et c'est pas de cette année d'ailleurs, les pompiers sont agressés quand ils font leur travail qui consiste à éteindre un incendie. Premier point. Le deuxième point, ce que décrit votre journaliste, c'est des décisions opérationnelles. On libère d'autres itinéraires quand on ne peut pas permettre à la foule d'arriver à l'endroit prévu. En l'occurrence, il y a encore la nébuleuse place de l'Opéra, il faut libérer d'autres itinéraires. Je peux déjà vous faire un pronostic, on ne va pas libérer d'itinéraire pour la rive gauche, ni même pour aller un peu plus loin vers le palais de l'Élysée, parce qu'il y a des endroits sensibles. Donc déjà, je vous fais une prédiction. Les endroits, les issues pour la foule, elles vont être sur le nord de Paris ou en repoussement, mais certainement pas sur la rive gauche ou vers Paris-Centre, sur des endroits stratégiques. Parce qu'évidemment... Vous parlez de l'Élysée, il y a un risque sur l'Élysée? Non, il n'y a pas de risque, parce que les forces de l'ordre savent manœuvrer et savent... Vous savez, la foule, l'intelligence de la foule, c'est celle des forces de l'ordre, parce qu'il y a des chefs, il y a de l'organisation, il y a de la stratégie, il y a de l'entraînement. Fort heureusement d'ailleurs. Le danger d'une foule, c'est quand elle commence à avoir une conscience et un leader. Fort heureusement, ces groupes à risque-là, ils sont pour la plupart du temps là pour faire de l'image, ils n'ont pas la même stratégie que nos forces de l'ordre, et il faut espérer que ça dure comme ça longtemps, parce qu'on peut imaginer qu'une foule très nombreuse qui serait guidée et qui serait orientée pourrait commettre beaucoup plus de dégâts. Donc je suis pas du tout inquiet. En revanche, nous, on sait faire, mais à chaque fois qu'on est obligé d'utiliser la force, je vous dis, à cause de tous ces casseurs et de tous ceux qui viennent faire dégénérer les choses, vous avez des gens qui se retrouvent un peu en otage d'une manifestation qui n'est pas celle qu'ils attendaient. Et là, les fautifs, c'est ceux qui font tout dégénérer, c'est pas les forces de l'ordre. Louis de Ragnel, une précision sur le dispositif de sécurité extrêmement conséquent à Paris. Combien d'unités pour protéger ne serait-ce que l'Élysée? Le président n'est pas là. D'ailleurs, il est à Bruxelles, un sommet Absolument, européen. mais il y a 16 unités de force mobile, donc c'est considérable. Globalement, je parle sous le contrôle du commissaire Lebars, mais c'est 16 unités de force mobile, voilà, pour les lieux de pouvoir. C'est l'équivalent de force. Alors c'est 16 fois 80, 90, ouais, donc c'est quand même beaucoup, c'est l'équivalent de ce qu'il faut comme dispositif pour des manifestations parfois de 300 ou 400 000 personnes pacifiques. Donc il y a quand même une inquiétude autour des lieux de pouvoir et notamment l'Élysée. Il y a une prise en considération d'une menace. Ça a toujours consommé beaucoup d'effectifs, les lieux de pouvoir. D'accord. Et le fait que lundi à Versailles, il y ait le roi d'Angleterre, pareil, ça va consommer beaucoup. Si c'est maintenu, il y aura énormément de monde. Ah bon, il y a un débat sur la visite du roi Charles III? Non, pas autour de la visite, mais autour d'Emmanuel Macron. Il y a plusieurs de ses conseillers qui lui disent que c'est peut-être pas une très bonne idée d'inviter Charles III à Versailles par rapport aux enjeux symboliques que ça peut représenter. Régine Delfour, dans la manifestation avec Charles Pousseau, qu'est-ce qui se passe autour de vous, Régine?
Écoutez Laurence, nous sommes avenue de l'Opéra, c'est un petit peu la confusion ici, place de l'Opéra, puisqu'il y a énormément de monde. Les gens ne savent pas par quelle sortie quelle rue ils peuvent emprunter pour quitter le cortège. Il y avait la rue du 4 septembre, en fait, les véhicules des syndicats pouvaient partir. Des manifestants ont essayé de s'infiltrer aussi pour pouvoir sortir. Ils ont été repoussés par les forces de l'ordre. Là, nous sommes au niveau de l'avenue de l'Opéra où il y a beaucoup d'éléments radicaux qui font face à des forces de l'ordre. On les voit jeter des projectiles, notamment des pierres. Il y a énormément de bouts de pierre, de verres brisés aussi par terre. Et on pensait que c'était un petit peu plus calme. C'est vrai que depuis une petite demi-heure, on va dire, Laurence, que la situation était un petit peu plus calme. Mais là, elle commence à se tendre. Et d'ailleurs, ils sont en train de charger. Faire leur travail. Effectivement, on voit que la situation est très tendue. Commissaire Le Bars, il faut absolument éviter qu'il y ait des agrégats de Black Bloc. Il y a plusieurs difficultés. Il faut savoir aussi reconnaître les choses qu'on peut nous-mêmes améliorer, force de l'ordre. Quand vous avez une foule très nombreuse, vous avez été obligé de choisir des itinéraires de délestage parce qu'il y a eu des incidents, des heurts, et qu'il faut finalement trouver un plan B, un plan C. Le problème, c'est de communiquer avec la foule. Quand il y a énormément de bruit comme ça, qu'il y a des groupes hostiles, vous êtes entre les bruits des grenades, le gaz lacrymogène. Donc il faut arriver à communiquer ou à faire comprendre à la foule ou aux foules, à savoir où elles peuvent passer et là où elles n'ont pas le droit de passer. Ça, c'est pas toujours facile à faire. Il y a sans doute des moyens d'amélioration liés à des techniques de communication sur des foules. Mais si la police fait des bonds offensifs ou fait des charges, c'est qu'il y a encore des conditions qui font que c'est pas sécurisé ou qu'il y a des groupes hostiles qui profitent de la foule pacifique pour s'infiltrer dans un endroit où ils doivent pas passer. Et ça, c'est extrêmement compliqué à comprendre quand on est manifestant, parce que parfois, effectivement, on fait l'objet d'une charge, on est gazé, il y a des gens qui s'en plaignent, on peut le comprendre, mais c'est parce qu'il y a des groupes qu'il ne faut pas laisser passer à un endroit où ils vont aller semer le chaos dans un endroit où ensuite il va falloir tout reconsidérer. Un petit mot de l'état de fatigue des policiers, commissaire Le Bars. Il y a une compagnie de CRS qui travaille, vous allez me le confirmer, depuis 24 heures sans dormir. Alors, normalement, ça doit pas arriver. Non, mais ça arrive là ? 24 heures d'affilée, ça me paraît incroyable. Louis Dragnel, je veux pas le balancer, mais m'a dit que c'était une réalité. J'ai du mal à imaginer comment ils peuvent être encore sur jambes au bout de 24 heures, parce que comment on a la lucidité nécessaire au bout de 24 heures sans dormir. Un gendarme ou un CRS, un soldat mobile, c'est déjà 15 ou 20 kilos d'équipement. Donc si en plus ça fait 24 heures, vous imaginez la souffrance physique. Je suis un peu surpris. J'espère que c'est pas le cas. Si c'est le cas, ça vous dit à quel point il y a des compagnies qui ont été engagées plus de 24 heures d'affilée. Ouais, le record, c'est 27 au moment des Gilets jaunes. Voilà, ça me dit le besoin en force mobile dans une France qui est en difficulté. Là, on parle que de Paris ce soir, mais je voulais vous refaire un petit point sur l'ouest de la France, l'arc ouest. Il est extrêmement tendu. Il y a des barricades à Bordeaux. Il y a des villes qui sont en grande difficulté par rapport à un désordre. Ils en sont à des dizaines de barricades enlevées. Donc c'est extrêmement compliqué partout en France. Paris, c'est difficile, mais il y a beaucoup de forces mobiles parce que c'est la capitale. Il y a des villes de province avec beaucoup moins d'effectifs. Votre journaliste qui parlait à Bordeaux de sections et de compagnies qui se séparent, c'est parce qu'il faut faire face à des groupes qui commencent à se répandre dans la ville et il faut aussi, entre guillemets, les marquer à la culotte pour pas qu'ils aillent commettre l'irréparable. Bien sûr, il est 18h30. On est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On garde évidemment cette manifestation à Paris qui arrive place de l'Opéra, non sans mal. On va peut-être regarder et écouter surtout une séquence où une habitante des rues de la capitale supplie les Black Blocs d'arrêter de commettre des infractions et de semer la violence partout où ils passent. Écoutez cette séquence. Les habitants qui interpellent depuis leurs fenêtres les Black Blocs qui sont en train de mettre le feu aux poubelles. Et voilà, on voit évidemment que la violence gangrène tout. Jean-Sébastien Ferjou. Oui, c'est pour ça qu'il y a deux manières d'analyser la situation. On peut avoir effectivement la ligne de raisonnement, et je la soutiens, qui était défendue tout à l'heure par Eric Nolot, disant il y a une majorité dans ce pays, malgré tout. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu de majorité de rejet
de ce projet de loi, il a été adopté, et peu importe que ce soit à 9 voix, à 1 voix, à 99 voix, la République elle-même a été votée à 1 voix d'avance avec l'amendement Vallon. Je ne crois pas qu'à l'époque, Jean-Luc Mélenchon aurait dit « c'est pas juste pour les monarchistes, redonnons-leur une chance ». Donc il faut respecter effectivement la loi de la majorité. Maintenant, il y a un autre niveau d'analyse quand même. Quand vous voyez, et vous voyez les images qu'on vient de diffuser, la tension qui monte, y compris entre les Français eux-mêmes, jusqu'à quel point la situation est soutenable, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. À un moment, il faut quand même faire un bilan avantage-inconvénient. Alors, on peut mettre dans la balance le respect de la légalité, le signal que ça enverrait, vous parliez tout à l'heure du mauvais signal envoyé par le retrait du CPE, on peut mettre tout ça dans la balance, et puis de l'autre côté, il y a un pays à feu et à sang, avec potentiellement une situation qui dérape encore plus, et des drames à la clé, parce qu'on le parlait. D'ailleurs, la police, il n'y a pas que l'état d'épuisement de la police, c'est que pendant qu'elle est là, elle n'est pas à Calais, elle n'est pas à Vintimille, elle n'est pas à Hendaye, elle n'est pas dans les endroits où il y a des cambriolages, enfin bref, vous voyez. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre dans la balance, et c'est quand même ça que le président de la République et ceux qui l'entourent vont devoir analyser. Et il y a un kiosque à journaux qui est en train de prendre feu, place de l'Opéra. On est en plein cœur de la capitale, évidemment, avec ces manifestants désemparés qui tentent d'évacuer les lieux après avoir manifesté pacifiquement depuis la place de la Bastille. L'intersyndicale, donc, qui a mobilisé combien de personnes? Un peu plus de 100 000 personnes à Paris, Louis de Ragnel, c'est ça? Alors on attend la confirmation, on sera en mesure de l'annoncer, je pense, dans quelques instants, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau national, il y a eu plus de 850 000 manifestants, donc c'est considérable. Tout le monde se posait la question encore hier, est-ce que les syndicats, et pas que les syndicats d'ailleurs, est-ce qu'il y aura une mobilisation importante? Oui, la mobilisation aujourd'hui est très importante. Il y a des mobilisations, il y a des blocages. On est en ligne avec Olivier Matteux, secrétaire général de la CGT 13. Bonsoir Monsieur Matteux, vous constatez comme nous qu'il y a beaucoup de monde dans la rue pour protester contre cette réforme des retraites. Les blocages vont continuer. Vous allez continuer à vous mobiliser, Olivier Matteux? Écoutez, oui, on va continuer à se mobiliser. Quoi qu'en disent certains, cette réforme, elle n'a pas été validée comme il se doit, et elle est rejetée par une énorme majorité de la population et la quasi-totalité des travailleurs de ce pays. Donc il est temps qu'Emmanuel Macron cesse ses caprices et revienne à la raison. Il faut retirer cette loi et faire en sorte que les choses puissent reprendre leur cours normal. Et s'il veut discuter des retraites, qu'on le fasse à partir de l'ensemble des richesses disponibles dans le pays, et on va comment satisfaire un certain nombre de revendications. Concrètement, les blocages des dépôts de pétroliers vont se poursuivre, Monsieur Matteux? Je redis, c'est vous qui parlez de blocage. Le gouvernement a tenté de casser la grève par des réquisitions aux dépôts pétroliers de Fos. Il y a des réactions massives de travailleurs pour dire on ne doit pas toucher au droit de grève dans un moment où en plus on veut nous faire travailler 2 ans de plus. Jusqu'où va aller Emmanuel Macron, jusqu'où vont aller ses ministres? Vous estimez que le président n'a pas entendu ce que lui disent un certain nombre de Français? Je pense qu'il ne veut pas entendre, mais il va bien falloir à un moment donné. On va aller jusqu'à où comme ça? Vous savez, à chaque fois, les réquisitions, elles ont fait en sorte qu'il y ait des corporations qui n'étaient pas forcément en grève ces jours-ci, qui depuis les premières réquisitions le sont. Voilà ce que ça fait quand on veut passer absolument par la force, et à la fois déni de démocratie complet et violence. Alors, déni de démocratie, Laurent Pietraszewski qui est là, ancien secrétaire d'État aux retraites, vous allez dire non à M. Matteux, il n'y a pas de déni de démocratie pour vous? Je pense qu'on s'est tous largement assez exprimé là-dessus. Autant on peut entendre qu'il y ait une opposition au projet, au décalage de l'âge de la retraite, et tout ça, ça s'entend. C'est un mot d'ordre parfaitement acceptable. Autant on ne peut pas à chaque fois venir dire, en fait, sur le fond, tout ce qui m'est favorable serait légitime et démocrate, et tout ce qui me serait défavorable serait illégitime et non démocratique. Or, en fait, c'est un peu ça le débat. Et d'ailleurs, si on doit faire un effort collectivement, c'est sortir de cela. C'est-à-dire que arrêter de pointer peut-être le président de la République ou le gouvernement comme étant les grands méchants, et puis il y aurait les humanistes de l'autre côté. La vie, c'est quand même un peu plus compliqué, et heureusement un peu plus riche que cela. Il y a aussi beaucoup d'humanité au gouvernement, dans la majorité présidentielle, comme il y en a aussi beaucoup chez les syndicalistes, les élus LR, EPS ou LFI. Bon, le but, c'est de vivre ensemble. Or, on vit ensemble, et le système de retraite, c'est quand même quelque chose qui est
concerne tout le monde. C'est pas illégitime de se poser la question quand même, comment est-ce qu'on le finance pour que notamment les jeunes puissent espérer dans 40 ans toucher quelque chose. Ça doit pas nécessiter autant de tension. Donc c'est vrai que pour le gouvernement, son problème, c'est comment on sort de cette tension. Je voudrais rappeler qu'avec Édouard Philippe, nous avions en 2019 choisi de redonner les clés à un moment donné aux partenaires sociaux dans la conférence de financement et d'équilibre pour qu'ils trouvent, s'ils avaient mieux à proposer que l'âge d'équilibre à 65 ans, et qu'ils en trouvent les voies. Donc c'est vrai que quand on fait confiance aux partenaires sociaux, souvent ça avance. Simplement, il faut que le cadre soit posé, que les choses soient dites. Augustin Donadieu, vous êtes dans la manifestation parisienne. Visiblement, il y a des pillages en cours, une attaque d'un joaillier. Expliquez-nous. Oui, effectivement, juste à côté de ce kiosque à journaux que l'on vous a montré il y a quelques instants, ce kiosque à journaux qui est en feu et ces éléments radicaux qui continuent leurs exactions ici aux alentours de la place de l'Opéra. Ils se sont saisis des grilles d'égout pour s'en servir comme bélier et pour pouvoir détruire ce grand joaillier ici, place de l'Opéra, un joaillier avec à l'intérieur évidemment beaucoup de bijoux et de montres, un joaillier qui ne s'est pas suffisamment protégé puisque les manifestants sont parvenus à casser les vitrines de ce joaillier et évidemment les forces de l'ordre viennent de répliquer à l'instant, il y a quelques secondes, avec du gaz lacrymogène pour tenter de disperser ces éléments radicaux qui étaient en train de se prendre à ce joaillier. L'arrivée de ce cortège... Merci beaucoup Augustin Donadieu. La liaison est un tout petit peu compliquée. Il y a beaucoup de monde dans les rues de la capitale. Évidemment, vous continuez à nous faire vivre en direct cette 9e journée de mobilisation. Un dernier mot peut-être de Monsieur Matteux, CGT 13. Vous voulez peut-être répondre à Monsieur Pietraszewski ? Écoutez, répondre, je ne sais pas. En son temps, on n'a pas voulu de sa réforme, on ne veut pas de celle-là non plus. Encore une fois, on est bien conscient que cette réforme-là, elle a comme seul objectif que d'en terminer avec notre système de solidaire par répartition pour jeter ceux qui le pourront vers la capitalisation tant voulu par ce monsieur. Mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. La case de notre modèle social, elle ne passe pas. On est au courant, on sait les richesses que nous créons et comment elles sont mal utilisées parce qu'elles vont dans la poche de quelques-uns. Donc maintenant, il va falloir parler très clairement d'une autre répartition des richesses pour répondre aux revendications et aller vers du progrès social. Il y en a assez de demander toujours aux mêmes. Les mêmes qui se sont gavés pendant la crise financière, qui se sont gavés pendant la crise sanitaire, les mêmes qui demandent à nous faire travailler jusqu'à 64 ans, alors qu'on sait déjà que les gens ne partent pas avant 63. Donc ça veut dire que c'est du 66, 67 ans. On ne veut pas mourir au travail. On ne veut pas mourir au travail. De quoi répondre aux revendications dans ce pays. Merci Olivier Matteux, secrétaire général. Pourquoi pas mettre le pays à feu à sang comme est en train de le faire notre président et son gouvernement. Merci beaucoup de votre intervention. Thomas Bonnet, puis je vous passe la parole ensuite Éric Nolot. Thomas Bonnet dans la manifestation, expliquez-nous ce qui se passe. Écoutez Laurence, je suis au milieu du cortège, on est encore à une dizaine de minutes à pied de la place de l'Opéra. Il y a encore des milliers de personnes qui continuent de défiler, majoritairement des jeunes à l'endroit où je me trouve, dans une ambiance relativement calme, précisément ici, pas réellement d'éléments perturbateurs. Mais on voit en tout cas énormément de détermination chez ces manifestants avec beaucoup de pancartes qui sont directement destinées à Emmanuel Macron, qui font directement référence à l'utilisation du 49.3. Vous voyez sur ces images des camions de pompiers qui interviennent parce qu'en réalité, dans les rues adjacentes de ce parcours, des incendies ont été allumés il y a quelques instants et sont maintenant totalement maîtrisés par les pompiers qui sont intervenus rapidement. Mais voilà, la manifestation se poursuit ici, boulevard des Italiens, dans le 9e arrondissement de Paris, avec encore des milliers de personnes qui défilent. Merci beaucoup. Et c'est important de le préciser, Thomas Bonnet et Jules Bedos. Il y a beaucoup de manifestants qui sont absolument pacifiques, qui sont là en nombre. Si les chiffres se confirment, 100 000 manifestants à Paris, c'est un chiffre absolument considérable, Éric Nolot. Oui, mais pour prolonger le débat que nous avions tout à l'heure avec M. Matteux, et là je vais me permettre d'être un peu insistant, si la motion de censure avait été adoptée à 9 voix près, M. Matteux, vous, monsieur, vous auriez considéré que la messe était dite. Même à une voix près. Même à une voix près. Donc il y a quand même un usage de la démocratie qui n'est pas possible. Quand un vote vous est pas favorable, c'est un déni de démocratie. Quand il vous est favorable, c'est la fin de la partie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut quand même grandir. C'est pas possible. Ou alors, Monsieur Villieu, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Répondez. J'hallucine. Attendez, je finis juste.
Moi, je suis tout à fait prêt à vous rejoindre. Mettons en cause le 49.3, c'est-à-dire, disons qu'en effet, les choses ont évolué, il faut le sortir de la Constitution. Mais ça passe par un débat démocratique, ça ne passe pas par sauter par-dessus le 49.3, qui est une disposition légale et même constitutionnelle, en disant il n'y a qu'une seule solution, le retrait de ce projet. On est dans l'infantilisme. L'infantilisme démocratique. Écoutez, les gens disent que le 49.3, ce n'est plus démocratique, ça ne passe plus, ils ne le supportent plus. Écoutez-le, tous les instituts de sondage le disent. Et vous revenez en permanence, oui, mais il y a la légalité, oui, il y a l'égalité. Oui, parce que vous n'auriez pas dit ça si la motion avait été adoptée. Écoutez les gens, franchement, qui sont contre les régimes spéciaux. Oui, vous en tirez des conclusions qui vous plaisent. Mettez en avant les régimes spéciaux. En même temps, on est en radio, monsieur Villedieu. Faites-vous plaisir, écoutez les gens. Moi, j'ai envie que ça s'arrête. Je vous le dis, j'ai envie que ça s'arrête. Mais j'ai vraiment envie que ça s'arrête parce qu'effectivement c'est insupportable de voir ça. Mais à un moment donné, il va falloir que le président de la République, c'est quand même le patron, c'est le boss, il retire cette loi. S'il ne retire pas cette loi, parce qu'aujourd'hui les gens ils restent en manifestation tout en étant gazés. Les gens pacifistes, je sais pas si vous mettez-vous en situation, continuez à manifester alors que vous êtes fait gazer une fois, deux fois, trois fois, ça veut dire la détermination qu'ont les gens. Les gens qui sont pacifistes, ils ont une détermination de dingue. Donc il faut que le président retire. C'est la seule solution. Bon. Commissaire Lebars, il y a beaucoup de mouvements là en ce moment, mouvement de foule, mouvement de force de l'ordre. Qu'est-ce qui se passe sur cette place de l'Opéra ? C'est difficile d'en être certain, mais je regardais attentivement les images. Il y a des bonds offensifs, il y a des déplacements rapides d'unités. Ce qui veut dire qu'il y a encore des groupes à risque ou des groupes hostiles ou qu'il faut les retirer d'un endroit. Votre journaliste sur le terrain parlait d'un commerce qui avait l'air d'être cassé. J'espère qu'on n'est pas en train d'entrer dans une phase de la manifestation que je craignais. J'avais été un peu oiseau de mauvais augure tout à l'heure. De toute façon, on rentre dans la phase de la fin de manif. C'est la phase sensible. La lumière va commencer à baisser et il va y avoir ceux qui ne veulent pas partir, plus ceux qu'il faut faire partir. Et ça, c'est le moment sensible. Une fin de manif qui s'est mal passée se finit jamais facilement. Absolument. Et elle peut même être parfois beaucoup plus difficile, surtout s'il y a l'arrivée d'opportunistes, de casseurs ou de pilleurs qui sont une frange de plus du désordre qui risque d'être semé, sachant qu'il y a des proies, entre guillemets, il y a des commerces attirants. Mais là, effectivement, il y a beaucoup de manœuvres et ça a l'air assez agité. Simon Bourtambour, d'Europe 1 et Place de l'Opéra, qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup de tirs de gaz lacrymogène, Simon ? Oui, c'est ça, tout à fait. En ce moment, les affrontements reprennent de plus belle ici sur la place de l'Opéra entre les forces de l'ordre et les manifestants. Vous le disiez, plusieurs tirs de gaz lacrymogène, les CRS qui tentent de disperser la foule qui se tient sur le centre de cette place. Des escadrons de CRS là, qui rentrent sur la place pour appréhender certains individus qui, semble-t-il, ont été identifiés. J'assiste en ce moment à l'interpellation d'un manifestant alors que les chants reprennent de plus belle, des chants anti-réforme, mais aussi de plus en plus des chants anti-police. La tension ici est en train de monter sur cette fin de manifestation au niveau de la place de l'Opéra à Paris. Merci Simon Bourtambour, faites attention à vous. Régine Delfour, autre de nos envoyés spéciaux avec Charles Pousseau, vous avez dû vous mettre à l'abri tellement il y avait de la tension, Régine ? Oui, c'est cela, Laurence. On est toujours à moitié dans le hall d'un immeuble et un petit peu sur le trottoir. Nous sommes avenue de l'Opéra où les tensions sont vraiment montées d'un cran. Il y avait des affrontements encore, des provocations de la part de plusieurs manifestants sur les forces de l'ordre avec des jets de multiples projectiles. Alors, les forces de l'ordre ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. Là, vous devez le voir peut-être. Là, en ce moment, en fait, il y a un mouvement de foule. Alors, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, il y a des mouvements de foule. Les gens courent, ce qui est très dangereux, en fait. Il ne faut pas courir dans ces cas-là. Et face à eux, il y a les forces de l'ordre qui les empêchent en fait de passer, de franchir cette avenue de l'Opéra. Et les tensions sont vraiment cristallisées ici. Enfin, ces tensions, on les a connues depuis maintenant 15 heures cet après-midi, place de la République. Et ça n'arrête pas. Là, il n'y a plus de feu de poubelle, mais ce sont des jets de projectiles sans arrêt. Et les forces de l'ordre qui sont obligées de répliquer par des tirs de gaz lacrymogène pour essayer de disperser la foule. Merci beaucoup Régine Delfour et Charles Pousseau, en espérant qu'il n'y ait pas trop de blessés. Commissaire Lebars, c'est vraiment la hantise évidemment du côté des manifestants et du côté des forces de l'ordre aussi. Oui, alors c'est à la fois une hantise parce que des blessés, c'est jamais satisfaisant, quel que soit d'ailleurs du côté des forces de l'ordre ou du côté des manifestants. Et puis c'est également un risque en termes d'ordre public. Je vous donne l'exemple à Rouen
où on sait qu'il y a une manifestante sans savoir la raison qui a eu une main arrachée, un doigt arraché. Et ce motif-là est un motif qui se répand au sein d'une population qui recommence à créer une manifestation hostile. Et ça se retend à Rouen sur ce motif-là. Vous voyez, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas si elle a ramassé une grenade, si elle a fait une faute ou si elle a été agressée. Peu importe, de toute façon, ça crée aussi un fort sentiment d'injustice et de désordre. Et ça peut être très compliqué aussi pour les forces de l'ordre. Donc il faut espérer qu'il y en ait le moins possible. Mais dans une journée comme celle-là, je vous l'ai dit, il y aura un bilan avec des blessés importants. J'ai eu des chiffres côté policiers. Il y a beaucoup de policiers qui sont partis à l'hôpital. Certains ont fait des malaises, d'autres ont été blessés beaucoup plus sérieusement. Le bilan sera lourd ce soir du côté des forces de l'ordre. Malheureusement, 18h46, au moins 83 000 manifestants à Paris selon le comptage du cabinet indépendant Occurrence. Pour CNews et un certain groupe de médias, on attend les chiffres de la préfecture de police. La CGT a annoncé 800 000 manifestants à Paris. On va peut-être rejoindre encore un de nos envoyés spéciaux. Alors, je ne sais pas lequel. Augustin Donadieu avec Olivier Gangloff. Expliquez-nous où vous êtes et ce qui se passe autour de vous. Nous sommes toujours ici sur la place de la Concorde, juste devant ce joaillier pris pour cible tout à l'heure par les éléments radicaux qui s'étaient procuré, des bouches d'égout pour pouvoir s'en servir comme bélier dans la devanture de cette joaillerie. Les forces de l'ordre se sont déployées évidemment autour pour la protéger, ont procédé à de nombreuses interpellations sous nos yeux, des manifestants radicaux qui redoublent d'intensité depuis quelques minutes à coups de mortier d'artifice. Vous entendez sûrement autour de nous, et ce cortège syndical qui peine à arriver ici place de l'Opéra. Alors la tête de ce cortège syndical est parvenue quand même à joindre ce point de chute, mais une autre partie du cortège reste toujours bloquée au loin, tant la situation reste tendue ici place de l'Opéra, et ces forces de l'ordre qui continuent de recevoir en nombre des projectiles de type bouteille ou encore pavé. Forces de l'ordre qui viennent de répliquer à l'instant avec des bombes lacrymogènes ici place de l'Opéra. Merci beaucoup. Effectivement, place de l'Opéra et non pas place de la Concorde. Vous l'aurez évidemment tous rectifié. Il y a énormément de projectiles qui sont lancés sur les forces de l'ordre. Commissaire Le Barson, on a le sentiment qu'on n'avait jamais atteint ce niveau de violence depuis le début des manifestations. On est à la 9e journée de mobilisation. Jamais on n'avait vu ça. Non, ça, faut l'admettre. La séquence d'aujourd'hui ne ressemble en rien à celle précédente au pluriel, même si on a eu des mouvements sur les soirées des 6 ou 7 derniers jours. Enfin, je fais partie de ceux qui regrettent, et je le dis vraiment affectueusement, le bon temps des manifestations avec des cortèges organisés et tenus par les syndicats. Parce que quand on fait ça collectivement, les casseurs, ils sont pris entre ceux qui veulent faire les choses bien et la police qui est là pour s'assurer que ce soit le cas. Là, aujourd'hui, ils se sont greffés en nombre parce qu'il y a beaucoup plus de mécontentement. Il y a beaucoup plus d'agresseurs Black Bloc ou anarchistes ou tous ceux qui viennent pour en découdre, quel que soit le motif. Et effectivement, les jets de projectiles, les jets de pavés et le nombre de blessures va montrer que la journée a été plutôt salée. Là, je vous dis, la dispersion là va être compliquée. On voit qu'il y aura les jusque-boutistes qui voudront pas obéir aux sommations. Ça va être extrêmement compliqué. La fin de journée va être assez longue et difficile. Beaucoup de jeunes dans la rue, un groupe de jeunes femmes à genoux devant une haie de policiers, le poing levé, Louis de Ragnel. Les jeunes se sont mobilisés beaucoup plus que les dernières fois aujourd'hui. Oui, absolument. C'était la question qu'on se posait il y a quelques jours. Est-ce que la jeunesse va se mobiliser ? Alors, on n'a pas encore les chiffres exacts, mais en début d'après-midi, il y avait un peu plus de 16 000 lycéens et étudiants qui se sont mobilisés. Il y avait une centaine de lycées bloqués, plus de 20 universités également bloquées. Et puis, on retrouve beaucoup de profils très très jeunes parmi les gardés à vue. Ce qui est intéressant aussi de noter et à retenir pour cette journée qui va sans doute se terminer assez tard. C'est en fait les nouveaux profils aussi des gens qui sont interpellés par les policiers et les gendarmes. Il y a encore une fois de l'ultra-gauche bien connu des services de police. Il y a des militants très politisés. Et puis, il y a des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, manifestaient pacifiquement et qui ont basculé dans la violence. Et c'est sans doute ce qui inquiète le plus les autorités. 18h50, il y a cette place de l'Opéra où il y a des feux, où il y a des forces de l'ordre qui tentent de contenir les éléments les plus violents. Et puis il y a ces manifestants pacifistes qui arrivent. Fabien Villedieu, on a le sentiment que le mouvement fait tache d'huile aujourd'hui dans notre pays. Beaucoup de monde dans la rue et beaucoup de radicalisation. Oui, on a un mouvement qu'on nous annonçait presque comme étant le baroud d'honneur, voilà, que c'était terminé, fermer le banc, fermer la parenthèse. Voilà, la parenthèse, elle n'est pas finie, le match, il n'est pas terminé. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a un nombre de manifestants qui est record, qui est sûrement peut-être une des plus grosses manifestations de la séquence qu'on a, après quand même 2 mois.
quasiment 2 mois et demi, on arrive encore à mettre autant de monde dans la rue. On a des grèves qu'on nous expliquait qu'il n'y avait plus de grèves, qui ont rebondi aujourd'hui. Et surtout, on a une détermination. Moi, j'ai fait ce que je fais. Solidaire était en tête, donc j'ai fait tout la manifestation au sens inverse, parce que j'aime bien voir un peu l'ambiance qu'il y a de ce cortège-là. Moi, j'ai vu une détermination de dingue, je vous le dis. C'était pas du tout le baroud d'honneur à la fin où les gens, j'en ai fait quand même des manifestations et quelquefois quand c'est la fin, on regarde un peu ses pieds, le moral il est un peu dans les chaussettes. Là, c'était pas du tout ça. On n'est pas du tout dans une manifestation, en tout cas pour ce qui est de Paris, mais a priori en province c'est à peu près la même chose, où on sent que c'est à la fin, où c'est la fin de la parenthèse. On est dans une continuité, effectivement, dans un durcissement de la mobilisation. Ça, c'est vrai. Moi, je vous le dis. Et je parle pas, et quand je vous parle de durcissement, je vous parle pas de ça, de ce feu de poubelle, mais en tout cas la volonté de faire des actions. Moi je vois sur Gare des Lions, on a fait des actions, il y a des actions de blocage un peu partout, sur des ronds-points, sur des périphes, ça se multiplie, et les grévistes nous demandent de faire ça. Voilà. Et donc, soit le gouvernement entend un petit peu ce qui se passe, parce que c'est lui qui est en responsabilité, c'est lui qui est aux manettes, et très honnêtement, quand on nous a fait la larme à l'œil, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent dans les caisses de la sécurité sociale, et moi j'apprends un truc que m'a expliqué Macron, il me dit, les entreprises, elles s'achètent elles-mêmes leurs propres actions. Elles ont tellement de l'argent qu'elles s'achètent, je savais même pas que ça existait. Les grandes entreprises achètent elles-mêmes leurs... Mais tout ça, c'est pas un jeu de vase communicant. Juste, je finis, et je voulais savoir, mais ça fait combien cette somme ? En 2022, c'est 20 milliards d'euros. Ils sont tellement pleins d'argent qu'ils ont utilisé 20 milliards d'euros pour s'acheter eux-mêmêmes leurs propres actions, alors qu'on nous explique que les caisses de la sécurité sont vides. Enfin, c'est un truc de dingue. Ça, c'est du privé. On parle du secteur privé, là, les entreprises dont vous parlez. Oui, on parle des grandes entreprises. Il est fameux, celles qui ont plus de 5000 salariés, qui sont un peu moins de 300 aujourd'hui. Bien sûr. Louis Dragnel, une petite question. On a beaucoup de ce qui se passe dans la capitale, mais il y a eu beaucoup de mobilisation en région aussi, dans toutes les grandes villes. Oui, absolument. Et d'ailleurs, ça dépasse toutes les anticipations qui avaient été faites par le service central du renseignement territorial. À Nantes, il y a eu plus de 25 000 personnes. C'était 15 000 personnes qui avaient été anticipées, donc c'est 10 000 de plus. À Rennes, 22 200 personnes. Lyon, 22 000. Brest, 18 500. Je ne vais peut-être pas faire toutes les villes de France. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est toute la France des sous-préfectures, des villes qui n'ont pas d'habitude de manifestation, en tout cas qui en ont depuis le début de ce mouvement social. À Angoulême, à Morlaix, à Avignon, à Châteauroux, Saint-Nazaire, Tarbes, Perpignan, Orléans, donc beaucoup de villes de France qui ont eu des cortèges très importants. Et des symboles de l'État attaqués, préfecture, commissariat même. Il y a 2 sous-préfectures qui ont été attaquées, notamment à Lorient et à Saint-Nazaire. À Lorient, ce sont des personnes qui ont voulu s'en prendre aux policiers qui protégeaient la sous-préfecture. Et puis à Saint-Nazaire, une manifestation où il y avait à peu près 900 personnes et un groupe de 400 personnes a voulu pénétrer et surtout a voulu s'en prendre au bâtiment. Il y a eu des commissariats qui ont aussi reçu des jets de projectiles, des départs de feu, des commissariats qui ont été, notamment un qui a été aspergé d'essence ce matin. Et puis, c'est sans doute l'action la plus symbolique, le fort de Brégançon, la résidence secondaire d'Emmanuel Macron, qui a été coupé, privé d'électricité très tôt ce matin. Extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Louis Dragnel. Éric Nolot, on va faire le bilan sans doute un peu plus tard dans la soirée de cette journée de manifestation avec beaucoup de monde dans la rue, avec malheureusement beaucoup de dégradation aussi, beaucoup de violences en région et dans la capitale. Le mouvement ne va pas s'arrêter. Là, c'est la seule certitude qu'on peut avoir ce soir. Le mouvement ne va pas s'arrêter. Mais qu'il ne s'arrête pas, ça c'est une certitude. La grande incertitude, c'est quelle forme il va prendre. Est-ce que ça va être une contestation qui va rester dans les limites de la contestation syndicale politique, ou est-ce que ça va être quelque chose de radical qui est totalement incontrôlable, où il peut y avoir des violences extrêmement graves. Monsieur Villedieu nous dit qu'il ne tient pas ses troupes, c'est quand même un très mauvais signe, en tout cas c'est une très mauvaise information de ce point de vue-là. Est-ce que les syndicats tiennent encore leurs troupes, ou est-ce qu'on va basculer dans une crise de type gilet jaune? Gilet jaune, le niveau de violence, c'était incomparable par rapport même à ce qu'on voit maintenant. Le deuxième samedi des gilets jaunes, c'était quelque chose d'inouï. Est-ce qu'on va basculer dans quelque chose comme ça? Personne ne peut le dire. Moi, je crois que c'est le début de quelque chose aujourd'hui, en effet, pas de fin. Mais
Un point de bascule qui a été atteint aujourd'hui dans cette contestation contre la réforme des retraites. Et après, le discours, il faut vraiment le noter, d'Emmanuel Macron, qui n'a pas convaincu, qui a achevé de braquer les syndicats, la CFDT et la CGT, qui sont désormais vent debout contre tout ce que peut dire l'exécutif, ce qui est grave parce qu'il y a beaucoup de lois à venir, la loi travail notamment, qui doit être discutée justement avec les partenaires sociaux. Et c'est le grand point d'interrogation. Que va décider l'intersyndicale? Elle doit se réunir d'ici quelques instants. On aura le résultat de leur évidemment délibération. Les dégâts collatéraux sont énormes. La loi sur l'immigration est déjà éliminée. La loi sur le travail est mal barrée. Alors, nous, on va rester évidemment en direct sur CNews. On va remercier nos auditeurs d'Europe 1 qui vont retrouver Europe 1 Soir avec Raphaël Devolvé et Hélène Zellani. Mais nous, on reste sur le direct et ces images de la place de l'Opéra. 800 000 manifestants à Paris selon la CGT, selon le cabinet de comptage indépendant Occurrence qui nous donne des chiffres, c'est 83 000 personnes. Ça reste considérable, c'est pratiquement une des mobilisations les plus importantes dans la capitale. Jean-Sébastien Ferjou, on peut faire un petit bilan rapide de ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui, je crois qu'on voit effectivement que l'épuisement sur lequel pariait Emmanuel Macron, le découragement, parce que c'est ce qu'on avait pu connaître dans des conflits précédents, une fois que les lois étaient adoptées, il y avait de facto des mobilisations qui s'essoufflaient. Ça n'est absolument pas le cas. Effectivement, vous le disiez, et je vous citais un peu plus tôt dans l'après-midi, les sondages qui montrent à quel point l'intervention du président de la République a été mal perçue. De toutes les interventions qu'il a fait depuis 2017, c'est ça qui a le moins convaincu les Français. De mémoire, 23% seulement des Français disent avoir été convaincus. Et quasiment dans toutes les catégories de la population, je pense qu'on va vite en arriver à une analyse politique assez simple, c'est le chêne et le roseau. C'est-à-dire, est-ce que tenir comme il le fait ne fait pas courir un danger finalement plus grand encore à sa majorité, à son pouvoir, et puis peut-être, dans une logique plus McKinsey, faire des slides, bilan, avantages, inconvénients de la situation à maintenir la réforme. Alors, Elliot Deval est en direct avec nous. Elliot, où est-ce que vous êtes? Bonsoir à vous, Elliot. Bonsoir Charles-Laurence. Écoutez, je me trouve vraiment sur la place de l'Opéra avec ce mobilier urbain qui a été incendié. J'essaye de ne pas noter pour que vous vous rendiez compte. On est vraiment à côté de l'Opéra, au pied de l'Opéra, avec cette situation extrêmement tendue. Les forces de l'ordre qui sont intervenues il y a quelques instants pour sécuriser une partie de la place. Pour l'instant, ils ont décidé de scinder la place en deux. J'ai pu me balader tout autour du quartier, cher Laurence, et je peux vous dire que le dispositif de sécurité est impressionnant. Je me suis entretenu ce matin avec plusieurs membres des forces de l'ordre qui étaient très préoccupés par cette nouvelle journée de mobilisation. Ils sont fatigués, ils sont inquiets par le niveau de violence à laquelle ils ont pu être confrontés ces derniers jours. Et donc sur cette place, encore énormément de monde et cette situation qui reste figée mais qui peut basculer dans la violence à tout instant. Merci beaucoup Elliot Deval sur le terrain pour CNews. Un policier qui a pris un projectile sur la tête a perdu connaissance, a été conduit à l'hôpital des armées de Bégin pour être soigné. Il a depuis repris connaissance, c'est ce que nous disent les policiers. Un dernier mot, commissaire Lebars? Oui, ce que je vois à l'image, c'est que les forces de l'ordre ont pris possession de la place de l'Opéra et c'est rassurant parce qu'elles sont déployées, elles sont en position statique et je vais dire sereine. Ça veut dire que pour le moment, la situation est stabilisée et que les manifestants vont pouvoir, pour ceux qui sont dans l'intention de partir correctement, le faire en espérant qu'il n'y ait pas d'autres groupes à risque que je vois pas à l'image. Mais vous voyez, le déploiement des forces de l'ordre, la stratégie, c'est d'être arrivé, d'avoir pris possession de la place. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle un comité d'accueil. Les gens bien partent en sécurité et s'il y a des groupes à risque, on sera en mesure j'espère, de les isoler et de les empêcher d'agir. Avec des incendies qui ont été circonscrits, des feux de poubelle, des atteintes au mobilier urbain. Oui, ce qu'on voit, c'est des incendies, c'est des petits incendies de mobilier urbain, des choses qui ont été dégradées, cassées et qui flambent, mais qui ne sont pas en risque de contagion. Puis j'en profite aussi, Laurence Ferrari, pour passer un message de soutien à tous nos collègues, parce que ce qu'ils ont fait aujourd'hui dans des conditions difficiles, ça va sans doute se reproduire les jours à venir. Et vous savez bien que nous, police, on sait parfaitement qu'on n'est pas l'outil qui va régler une crise sociale qu'on voit se durer et qui est extrêmement consommatrice d'énergie humaine dans nos rangs des forces de l'ordre qui sont en général exemplaires la plupart du temps et on peut les saluer. Merci à vous tous d'avoir participé à cette édition spéciale sur CNews. Merci à toutes les équipes sur le terrain qui ont pris des risques pour nous faire vivre cette grande mobilisation populaire et massive dans toute la France. Merci à ceux qui sont en régie ici à Europe 1 et à CNews.